Bon, Quexkina, ici Alexandre Nicolas avec mon collègue André Domaine. Nous sommes cette semaine, c'est Jennifer Petitcoué-Dufresne qui est avec nous, qui est la directrice générale du bureau de principe de Joyce. Fait que Jennifer, si tu peux t'introduire. كويس كده جينيفر بيتسكوين ديجن كاسون دا تكمك نيروسكوين أنوان نبوتو تان نودي ميرونو دا جوسوك تمزيني غندو دا بنيغا ديريك كسكينا وش غدا. Bonjour, je m'appelle Jennifer Petitcoué, je suis à Tikamek de Manouane et je travaille à l'adoption et la mise en œuvre du principe de Joyce. Alors, bienvenue Jennifer sur la rue Adadegen, notre podcast hebdomadaire. Bon, alors on va rappeler évidemment nos auditeurs qu'il y a maintenant 4 ans, je pense, c'est bien 4 ans maintenant que le Joyce Echaquan Dubé est morte dans des circonstances tragiques où on a vu comment le mépris, le racisme qui sévissait au centre de santé à Joliette, où elle aurait dû être soignée décemment. Au contraire, elle est décédée alors qu'on ne prenait pas vraiment en compte ses besoins, et pire encore, qu'on l'insultait. Et depuis, évidemment, elle a eu ce réflexe magnifique qui, rétrospectivement, on peut le voir comme un grand geste de courage, d'actionner son cellulaire. Et c'est grâce à ce témoignage électronique de ce qu'elle a vécu au moment de sa mort, c'est un paradoxe de ce qu'elle a vécu au moment de sa mort, qui a permis à tout le Québec d'être ébranlé. J'en parle, j'en ai encore des frissons, tellement c'était des scènes troublantes et terriblement émouvantes auxquelles on a pu assister et qui étaient très révélatrices de l'état des services de santé au Québec vis-à-vis des Autochtones, puisque si on a dit après, c'est juste une infirmière, ça ne va pas tout le monde, mais il y en a qui ont dit ça, mais si cette infirmière-là, dans l'exercice de ses professions, puis devant ses collègues, se permettait ces attitudes-là comme si c'était tout à fait normal, c'est donc que oui, c'était normalisé dans le système de santé, ce dont tous les Autochtones peuvent, enfin, une bonne partie des Autochtones qui ont eu affaire à ce type de rebuffade sont capables d'apporter témoignage que c'est effectivement une pratique qui a été tolérée longtemps, ou même on pourrait dire qu'il l'est encore. Alors ça, première chose qu'il fallait rappeler, et c'est suite à ça, effectivement, que la Nation Atikamekw, la communauté de Manouane, a donc exigé que, suite aux circonstances qu'on vient d'évoquer, il y ait une adoption au niveau des services de santé, puis évidemment au niveau gouvernemental qui prend à sa charge le système de santé, qu'on reconnaisse le principe de Joyce. Alors, le principe de Joyce, et là, j'aimerais, Jennifer, que tu précises. Moi, ce que j'y ai vu, c'est c'est dans le fond la retranscription de 2 points qui sont dans la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Le premier qui dit que les Autochtones ont droit à leur pharmacopée, à leur pratique traditionnelle de guérison, de médecine. Et le deuxième qui dit que les États doivent assurer un accès plein et entier aux services de santé aux populations autochtones. Et on rajoute à ça une reconnaissance, évidemment, du racisme systémique avec tous ces impacts qui doit être combattu. Alors moi, c'est ce que j'ai compris du principe de Joyce, mais peut-être tu peux amener quelques précisions. Je vais essayer d'amener quelques précisions. Je m'excuse tout de suite aux auditeurs, je suis un peu enrhumée. Je n'ai pas la voix aussi rauque qu'habituellement. Donc, c'est sûr, on vous avait dit que Joyce a eu le courage
de se filmer et de montrer à la population du Québec, mais j'irais plus loin. On a entendu parler de Joyce partout à travers le monde. Nous, on travaille avec l'ONU. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres autochtones et d'autres même des personnes non autochtones qui ont été vraiment touchées par la situation que Joyce a vécue, par la situation que les Autochtones vivent au Québec, au Canada, actuellement par rapport au système de la santé, à la discrimination, puis des impacts coloniaux, en fait, de ces politiques-là qui sont adoptées et mises en œuvre contre, dans le fond, finalement, le bien-être des personnes autochtones. Donc, on a entendu parler à travers le monde entier. On en entend encore parler. Puis malheureusement, comme vous l'avez dit, Joyce, c'était malheureusement pas une exception. Malgré ce que les gouvernements, la CAQ, M. Lafrenière disait, c'est vraiment pas une exception. Le problème n'est pas réglé à l'hôpital de Joliette. Il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques qui sont vécues par les personnes autochtones dans le système de la santé en général. Je vise pas seulement l'hôpital de Joliette, sachant que cette situation-là aurait pu arriver dans un autre hôpital aussi. Donc, c'est des enjeux qui sont vécus malheureusement depuis longtemps, qui continuent de se produire malgré le décès de Joyce il y a 4 ans. On reçoit encore des situations, des témoignages, des partages de la part de personnes par rapport à des situations qui continuent de se produire et d'avoir lieu dans le système de la santé québécois. Puis, ce qui est triste, c'est que oui, Joyce a pu le mettre en lumière, a permis en fait de donner un vent ou une tape dans le dos en fait à un processus qui avait commencé à être entamé au niveau du Québec. Je le rappelle, le Québec est en retard de 20-30 ans par rapport à la reconnaissance des impacts coloniaux sur la santé des personnes autochtones puis sur le bien-être en général des personnes autochtones. Donc, il y avait déjà un certain processus qui était entamé, mais la mort de Joyce a permis de mettre en lumière et de donner un peu plus de gaz en fait au processus. Donc, nous, la Nation Atikamekw, pour revenir à la question, quand Joyce est décédée, moi, puis je suis infirmière de profession, je ne l'ai pas dit. Ça fait depuis 2009 que je suis infirmière. Je suis dans le réseau santé services. J'étais dans le réseau santé services sociaux depuis 2007. Donc, j'ai travaillé longtemps dans le réseau santé services sociaux québécois. Puis à travers ma profession, quand Joyce est décédée, j'avais mal à ma profession. J'avais mal à mon identité. J'avais mal à le fait d'être une femme, le fait d'être une Atikamekw. Je suis issue de la famille Échaquois, moi aussi, par ma mère. Donc, il y avait beaucoup de choses qui nous ont ébranlés en tant qu'Autochtones, en tant que femmes, en tant que Première Nation. Et puis, à travers tout ça, le premier réflexe de la Nation Atikamekw, je tiens à dire, c'était un élan d'autodétermination. Donc, la volonté inhérente de faire partie de la solution, puis de devenir un peu les personnes qui reprennent le pouvoir sur leur situation en déterminant c'est quoi la solution qu'on devrait appliquer. Donc, encore là, le processus de création du principe de Joyce, parce que le principe de Joyce, c'est un cadeau des Atikamekw pour la population québécoise et même du Canada ou du monde entier, si on veut même. C'est-à-dire que c'est un outil d'autodétermination basé, en fait, sur notre volonté inhérente à nous de faire partie de la solution. Donc, tout ça pour dire que dans le cadre de la rédaction du principe, il y a eu des consultations communautaires à la radio dans les communautés, puis aussi des consultations publiques auxquelles toutes les sphères de la population québécoise, universitaire, on a reçu des mémoires, des communications, des appuis aussi de la part de personnes issues de la population qui sont plus ou moins impliquées dans le volet santé et services sociaux, mais qui trouvaient ça effrayant. Donc, on a reçu, avec toutes ces informations-là, on a fait la rédaction du principe de Joyce. Oui, je m'excuse, je vous juste une petite parenthèse, je te coupe, c'est pas très poli, mais c'est pour les auditeurs, je pense. Quand tu dis « nous avons reçu des mémoires », est-ce que tu parles de la Nation Atikamekw, du Conseil de Manoine, du bureau? Comment ça s'est fait, cette consultation-là? À ce moment-là, c'était vraiment une initiative du Conseil des Atikamekw de Manoine en partenariat avec le Conseil de la Nation Atikamekw. Donc, la mobilisation a été vraiment initiée par cette organisation-là. Puis après ça, le principe de Joyce, le bureau du principe de Joyce a été créé par le Conseil des Atikamekw de Manoine, mais pour le bénéfice de l'ensemble des Autochtones du Québec et même du Canada. Là. Oui, parce que oui, effectivement, c'est une précision importante dans parce qu'on va aborder le projet de loi 32, qui est toujours un projet de loi, je ne crois pas qu'il ait été adopté à ce que je sache. On va y arriver. Mais reste qu'effectivement, pour les nations autochtones,
le processus est aussi important que le résultat, dans la mesure où si on mobilise les gens, si les gens sont associés, et en bout de ligne, qu'ils soient associés non seulement aux consultations qui mènent au changement, mais qu'ils soient aussi, par après, qu'ils soient en position d'influencer la suite des choses quand des actions concrètes devront être prises, des correctifs devront être apportés, qu'ils soient là aussi présents et qu'ils puissent aussi avoir, on pense à toutes les revendications concernant les soins de la petite enfance qui sont menées maintenant par les chefs autochtones. On se rend compte aussi qu'on veut avoir les possibilités de gérer soi-même les soins là où c'est possible et que ce droit-là soit pleinement reconnu. Alors, il me semble, mais, et c'est là que j'y arrive, une fois que j'ai dit ça, quand même, il y a eu un effort, je me fais un peu l'avocat du diable, là, hein, il y a eu un bel effort du gouvernement avec la loi 32 pour dire on va dire que les institutions de santé doivent opérer une sécurisation culturelle pour permettre aux personnes autochtones d'avoir un meilleur accès aux soins et aux services qu'on trouve dans les différentes institutions du système de santé publique. Je pense que je n'ai pas saisi la question. Ben, la question, est-ce que, dans le fond, le gouvernement n'a pas fait son bout de chemin? Voilà. Okay. Dans ce sens-là, je dis que je le pose bien ironiquement parce que j'ai mon opinion aussi là-dessus. Effectivement. On a toute notre opinion, en fait, là-dessus. Puis il y a beaucoup, tu sais, si les personnes qui vont écouter le podcast veulent s'informer, il y a eu beaucoup d'articles de journaux. Nous, on a participé à la consultation particulière du projet de loi 32. Tout le temps, un peu dans le... C'est un peu... il y a la ligne de parti qui vise... la CAQ a décidé de ne pas adopter le principe de Joyce pour des considérants qui leur est propre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas reconnaître l'existence du racisme systémique. Donc, en lien avec ça, ne veulent pas reconnaître le principe de Joyce, alors que ça devrait aller de soi, dans le sens que les personnes autochtones devraient avoir le droit, sans aucune discrimination, de jouir du meilleur état de santé possible. Puis, il devrait avoir aussi une reconnaissance et un respect des connaissances traditionnelles et vivantes en matière de santé des personnes autochtones. Ça, c'est la base sur laquelle on essayait de s'entendre. Ensuite, c'est sûr que en fonction de leurs règles gouvernementales et de leurs processus coloniaux de gestion sociétale, ils ont décidé de faire un petit pas, certainement. Nous, on a essayé de faire foi, d'avoir foi en le processus, je veux dire ça comme ça, et de bonne foi de participer. Mais c'est sûr que de notre côté, pour donner l'exemple, il y a d'autres lois qui ont déjà été créées avec des groupes communautaires ou avec des groupes ou des parties prenantes extérieures au gouvernement. Ça s'est vu, c'est pas exceptionnel. Nous, ce qu'on demandait au gouvernement, puis on a joint notre voix, dans le fond, à toutes les organisations Premières Nations quasiment du Québec aussi, en faisant cette demande-là, qu'on doit être à la table à dessein pour ce type de loi-là, parce que c'est des lois qui nous concernent, qui concernent nos gens, puis sur lesquels notre opinion, sur lesquels nos valeurs, sur lesquels nos points devraient être pris en compte quand on fait la rédaction de ce type de loi-là, si on veut arriver à avoir des effets sur les problématiques. Puis actuellement, dans le fond, c'est pas la situation dans laquelle on se retrouve. On se retrouve encore dans une situation où le gouvernement a consulté, je le mets en guillemets très certainement, 14 organisations et personnes des Premières Nations pour rédiger son projet de loi. Puis dans ces 14 personnes et organisations des Premières Nations, il y en a qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se prononcer. Ils sont quand même considérés dans les 14 qui ont été consultés. Donc, c'est sûr que la rédaction de ce projet de loi-là, nous, on en a fait la critique, on dit qu'il ne va pas assez loin, on dit qu'il manque beaucoup de choses. On dit vraiment que la responsabilité gouvernementale puis la nécessité d'innovation n'est pas là. C'est vraiment comme si c'était donné... Le projet de loi il est présenté comme étant très innovant, comme le premier au Canada sur la sécurisation culturelle, alors que finalement, les articles qui sont très incomplets présentent, je veux le dire, pour
vulgariser, là, des banalités qui étaient déjà un peu mis en place ou tentées dans le réseau qui n'ont effectivement pas de répercussions sur les problématiques de santé. Donc, on essaye, on est en train de faire des essais-erreurs, si on veut, sur le dos des Premières Nations. Donc, il y a des millions qui sont investis sur ces mesures-là, qui étaient déjà entamées ou dont on essayait la mise en place, puis qui n'ont pas de répercussions effectives, qui n'améliorent pas le consentement libre et éclairé, qui n'augmentent pas la capacité des personnes autochtones à comprendre le système de la santé, qui n'aident pas non plus les personnes autochtones à mieux comprendre leur état de santé quand ils consultent effectivement dans les services. Donc, de notre côté, ce qu'on déplore, c'est que ça aurait été pertinent d'avoir des mécanismes de suivi et d'évaluation de ces processus-là aussi que le gouvernement veut mettre à place par et pour les Premières Nations. Donc, il y a plusieurs éléments qui laissent à désirer dans le projet de loi tel qu'il a été écrit et proposé. D'ailleurs, c'est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs organisations Premières Nations et issues de Santé et Services qui se sont prononcées. Puis, si on peut retenir un élément qui est commun à tout le monde, c'est la nécessité du gouvernement, que le gouvernement adopte le principe de Joyce et le mette en œuvre dans son projet de loi. D'une manière détournée, le gouvernement a dit qu'il a intégré le principe de Joyce dans son projet de loi, mais il l'a mis en préambule. Donc, en le mettant en préambule, c'est comme s'il disait « Considérant que les Autochtones demandent l'adoption du principe de Joyce, voici ce que nous on fait. » Donc, c'est trop peu, trop tard. On veut vraiment quelque chose de plus proactif en tant que Première Nation comme initiative qui va permettre de répondre aux besoins qui sont générés, en fait, par l'impact des politiques coloniales jusqu'à maintenant. Donc, une politique coloniale, pour avoir un impact sur les répercussions des politiques coloniales, c'est quand même difficile d'être enthousiaste à dire que ça va avoir un impact effectif, en fait. Oui, ça me rappelle. Mais c'est drôle parce que souvent, la perception du public, c'est que les interventions en santé, il y a quelque chose d'universel. Hein? C'est souvent la pensée coloniale qui veut ça, que ce qu'on pense. Et c'est là que, dans cet horizon-là, dans ces perspectives-là, qu'il y a des discriminations, du racisme systémique. Ce n'est pas les gens qui arrivent en disant « un tel est inférieur ». Non, c'est que dans son esprit, ce qu'il a à offrir, c'est universel et que si on n'embarque pas dedans, ben, on est fautif. L'exemple que j'ai eu il y a longtemps de ça, j'ai un ami que j'avais connu à l'époque où il était pas autochtone d'ailleurs. Je l'avais connu à l'époque où, sa consommation effrénée d'alcool avait cours. Et puis, à un moment donné, je le recroise et il était rendu, il avait suivi une thérapie, puis il travaillait justement en réhabilitation à la maison Jean-Lapointe, qui est un service pour les alcooliques pour reprendre contrôle sur leur vie. Alors, il était très fier du parcours qu'il avait suivi, alors on a causé comme ça. Puis, comme on parlait, puis bon, j'ai été impliqué déjà dans la communauté autochtone à Montréal. Il me dit d'ailleurs, il dit pour les Autochtones, pour nous, là, on commence à corriger le tir à la maison Jean-Lapointe parce qu'on s'est rendu compte que notre traitement ne fonctionne pas quand on a un alcoolique autochtone qui vient. On ne parvient pas à rejoindre vraiment puis à comprendre vraiment comment intervenir. Et on se rend compte qu'on ne peut pas travailler sur un autochtone. Il faut travailler avec les autochtones. Et c'est une grosse différence. Et eux-mêmes, dans leur pratique, s'en rendaient compte en se cognant le nez sur le problème. Hein. Et c'est tellement clair que même le Collège des médecins, hein, l'association des infirmières sont à la commission parlementaire, puis on dit à Lafrenière et compagnie, écoutez, il faut que vous reconnaissiez le racisme systémique, la discrimination, il faut que vous ayez des mesures plus claires. Donc, ce principe de Joyce rejoint aussi les conclusions
même auxquels les praticiens de bonne foi sur le terrain sont arrivés et qui ont exprimé. D'ailleurs, ça devait être quand même rassurant d'une certaine façon de voir tous ces appuis en commission parlementaire. Effectivement, c'est vraiment. Puis, j'étais pas surprise, dans le sens que on a plusieurs acteurs importants de la société qui appuient le principe de Joyce, qui tentent de le mettre en œuvre, qui tentent de faire une différence, puis qui ont été autant choqués que nous suite au décès de Joyce, puis de voir en fait l'inaction du gouvernement dans ce dossier-là. On l'entend souvent dire qu'il est dans l'action, mais justement, c'est de l'inaction actuellement. On regarde toutes les législations qui existent ailleurs, les formations pour le personnel qui existent ailleurs, puis c'est vraiment, on est quasiment, comme je disais tantôt, 30 ans en arrière au niveau du Québec dans ce qu'on essaie de mettre en place de manière timide. Et moi, ça fait longtemps, j'ai été infirmière dans le réseau santé et services sociaux pendant quelques années. En toute mon expérience dans le réseau, ça solde de plus ou moins 15 ans, dont les 4 dernières années au niveau vraiment de l'implantation de cette sécurisation culturelle-là dans le réseau santé et services sociaux. Puis, c'est sûr que pour l'avoir essayé, quand on dit le racisme systémique, c'est le fait que toutes les politiques, les programmes sont créés sans tenir compte des réalités autochtones. Puis parce qu'on n'en tient pas compte, bien, on est en train de mettre plein de petites barrières d'accès. Ça a de l'air banal, ça a de l'air niaiseux. On fait la politique de nutrition, on met une barrière là, une barrière là, une barrière là. Ça fait qu'en bout de ligne, la somme de toutes ces barrières-là rend le réseau santé et services sociaux très insécurisant pour les personnes autochtones, puis difficile aussi à comprendre parce que c'est des programmes de financement qui sont différents. C'est des programmes qui sont pas spécifiques pour les personnes autochtones au niveau du réseau québécois. Puis il y a des programmes spécifiques pour les Autochtones qui se parlent pas, qui n'ont pas de lien ensemble. Ça fait que quand les personnes arrivent dans le réseau, c'est difficile pour eux de comprendre tout ça, des CLSC, les GNF, les hôpitaux, même pour une personne non autochtone qui comprend très bien le français, c'est compliqué. Donc, on imagine pour une personne qui est autochtone qu'il y a une barrière de langue en plus, puis qui vient pas de la ville. Donc, tu sais, je faisais souvent le parallèle aux gens, mettons en tant que Québécois, de souche française, là, coloniale directement. Si on s'en va en Afghanistan, n'importe où, puis que là, on est malade dans, dans cet univers-là qui n'est pas le nôtre, qui est très différent, qui ne parle pas le français, on va être dans une situation d'insécurité, puis c'est tout à fait normal. Donc, quand on dit la nécessité de prendre en compte les réalités autochtones, c'est comment on ajuste qu'est-ce qu'on dit. En tant qu'infirmière, on s'ajuste déjà. Quand on parle à un aîné, à un homme, à un enfant, c'est la même chose. Donc là, pour une personne autochtone qui arrive avec un passé qui est très différent, un historique aussi de relation avec l'organisation de l'hôpital, avant c'était géré par les sœurs, en sachant tous les impacts en fait de cette colonisation-là, puis de l'organisation des services qui étaient hostiles envers les personnes autochtones qu'on essayait de coloniser, c'est plus légitime quand on parle de la nécessité de l'adapter, cette offre de service-là, parce que en ce moment, ce que je dis souvent, puis ce qui permet aux gens de bien comprendre, c'est que les personnes autochtones vivent avec les séquelles de la colonisation qui a amené des problèmes de santé, qui a amené des problèmes de santé mentale, physique, émotionnelle. Puis les réponses qu'on leur suggère ne répondent pas à leurs valeurs, ne répondent pas à leur façon de concevoir ou de percevoir le monde, la santé, la vie. Donc c'est difficile, c'est comme si on parlait chinois à des gens, en disant, mais oui, c'est ça qu'on te donne, c'est ça qu'on te donne, mais si ça fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, même si on met des petites plumes ou même si on essaie de le traduire en atikamekw ou dans une autre langue autochtone. Il faut y penser à la base. Puis quand on procède à la rédaction ou la mise à jour de nouvelles politiques, programmes, services, il faut tout de suite avoir le réflexe de dire est-ce que je suis en train de créer une barrière d'accès pour les personnes autochtones vu que je ne prends pas en considération leurs services, leur réalité et la façon dont ça devrait être adapté pour répondre de manière optimale, en fait, à la problématique. Donc, si on a cette réflexion-là, c'est sûr qu'on est en train pas d'appliquer le principe de Joyce, je ne vais pas le mettre aussi banal que ça, mais on est dans une voie qui nous amène vers ça, en fait. Je ne sais pas si je suis claire.
Ouais, ça fait penser un peu quand tu disais que je pense que quand que Joyce Echaquan est arrivé, là, on dirait que tout le monde a eu peur d'aller se faire soigner et m'emmener. Puis quand j'y pense avec le temps, avec l'expérience, c'est sûr que ça n'a pas été évident non plus, mettons, de se présenter dans un hôpital ou dans un centre de soins, parce qu'il y a toujours aussi la peur de se faire juger. Quand je dois parler de mes bobos en français dans une langue mais c'est pas nécessairement que je maîtrise, mettons, en tant qu'Atikamekw, c'est encore plus dur de m'exprimer. Tu sais, je me demande, ce serait quoi la proportion du Québec si jamais, mettons, du jour au lendemain au Québec, tout le monde doit recevoir des services en anglais, alors qu'on était une province francophone. J'imagine qu'on m'en parle beaucoup. Fait que je vois le même principe chez les Autochtones. C'est difficile d'aller en Effectivement. ville pour se faire soigner. Ouais, puis même là, tu sais, c'est pas juste que c'est difficile, c'est pas juste un accommodement, puis ça serait le fun. C'est un droit fondamental de l'humain de comprendre ses soins. Quand on parle le droit de consentir, le consentement libre et éclairé, c'est gros, là. Libre et éclairé, ça veut dire que ton consentement, il n'est pas forcé. On t'a pas forcé en disant c'est ici qu'on paye tes services. Si tu vas à l'hôpital de Roberval, c'est pas payé parce que c'est pas ce qui est sur ton service couvert, blablabla. Tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis après ça, quand on dit à la personne libre et éclairé, est-ce que je comprends bien la situation dans laquelle je suis? Est-ce que moi, pour l'avoir vu, puis pour avoir accompagné des familles qui se faisaient annoncer un diagnostic de cancer, ils ne comprenaient pas, même si ça faisait 3 fois que la personne le disait, le médecin, malgré son désir, malgré je dis pas que le médecin était pas gentil, tu sais, je porte aucun jugement, mais la situation dans laquelle la personne était, à ce moment-là spécifique, il n'y avait pas confiance au système de la santé, tout le monde était là. Tu sais, la famille était tout autour accompagnée. Puis il y a d'emblée une petite relation de pouvoir qui est là tout le temps entre autochtones et non-autochtones, entre hommes, femmes, entre médecins, patients. Donc, tu sais, toutes ces couches se superposent là, puis toutes ces couches-là, je suis désolée, se superposent. Ça l'enlève des moyens à la personne. Donc, si en plus, elle n'est pas capable de s'exprimer dans sa langue ou de se faire expliquer son problème de santé dans sa langue, on ne peut pas penser que ses droits, en fait, sont respectés. Donc, c'est vraiment à la base de tout. C'est comme si demain matin, on dit aux patients, ben, quand vous venez chercher des services, n'importe quel patient, là, je parle d'un autochtone, ils vont dans le réseau santé services sociaux, ne pose pas de questions. On te pique puis on fait tous les examens qu'on veut sans que tu comprennes. Je ne suis pas certaine que demain matin, tout le monde va dire parfait, c'est bon, on va faire ça, puis on fait confiance aveuglément. Donc, c'est un excellent point que tu mentionnes, Alexandre. Mais au-delà des résistances, disons-le, du gouvernement caquiste, on ne peut même pas dire de l'État du Québec dans ce cas-là. C'est vraiment le gouvernement caquiste qui fait preuve dans ce dossier-là, comme dans bien d'autres, d'un entêtement, d'une fermeture, qui pour moi d'ailleurs est même incompréhensible. Quand même, un ancien juge comme le juge Vien, qui est une personnalité reconnue, leur offre même un bel intermédiaire, en disant parlons de discrimination systémique si le mot racisme vous fait peur. Et là, il leur offre justement un terme moins dérangeant et avec toute sa stature de magistrat, et qui ne sont même pas capables de saisir cette occasion-là de moins avoir l'air fou. Ça me dépasse, en tout cas, personnellement, pour des personnes qui, par ailleurs, semblent être capables d'intelligence et de raisonnement et de lucidité, là, de ne pas être capable de faire ce pas minimal que tout le monde leur dit qu'il faut, que s'il n'est pas fait, il n'y a rien qui arrive. Effectivement, c'est pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Voilà. Non, parce qu'on dit, c'est les... Non, c'est pas les fous, ça va encore. C'est les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Moi, j'essaie de mettre mes petits gants blancs, hein, André? Mais en Sur fait, la rue Adavegan, c'est pas nécessaire de mettre des gants blancs. Parfait. Mais moi, ce que je dis souvent en rencontre, c'est que j'ai beaucoup plus confiance à la population québécoise qu'en son gouvernement en ce moment, parce que quand on fait des mobilisations, les gens se présentent, les gens y appuient le principe.
ils sont volontaires, ils nous écrivent pour dire comment que nous, on peut faire la différence à notre niveau. Donc, il y a une volonté que la société de demain soit différente que la société d'aujourd'hui puis de celle d'hier. C'est juste que on se bute à un gouvernement c'est ça, qui est Oui. entêté. Ouais. Oui. Et ben, d'ailleurs, parlant justement de toute la société des initiatives citoyennes, il y a déjà des groupes qui ont reconnu le principe de Joyce, des facultés de médecine dans des universités, le Collège des médecins, d'autres, et d'une part. D'autre part, aussi, je pense savoir que vous offrez maintenant et c'est tout nouveau, des formations, le bureau du principe de Joyce. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu, d'une part, comment la société évolue plus vite que le gouvernement, effectivement, mais comment il y a des initiatives concrètes dont tu peux nous donner des exemples et comment aussi par des formations, le bureau du principe de Joyce amène de l'eau, justement, au moulin au grand chantier du changement social. Oui, effectivement. Mais en fait, c'est sûr que de notre côté, on a, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs organisations, il y a même un GMF, il y a des organisations un peu plus comme des syndicats, des facultés, des universités qui ont adopté le principe de Joyce. Mais nous, en tant qu'organisation qui est responsable, en fait, de veiller à l'adoption et la mise en œuvre du principe de Joyce, ce qu'on offre, c'est du soutien à la mise en œuvre du principe de Joyce. Donc, que ce soit au tout début, quand on dit notre conseil d'administration, c'est pas c'est quoi le principe de Joyce avant de l'adopter, ils veulent savoir c'est quoi, ben nous, on est disponible pour venir parler du principe de Joyce, pour venir l'expliquer. Ensuite, on est aussi disponible pour faire des rencontres de soutien à un groupe de travail quelconque organisationnel pour c'est quoi nos étapes dans la mise en œuvre concrète du principe de Joyce après. Parce qu'on s'entend, le fait de l'adopter, c'est pas la finalité non plus, c'est comment en veillant à cette adoption-là, on s'assure qu'ils vivent dans notre organisation et qu'ils fassent des changements systémiques. Donc, comment qu'après ça, on prend en considération dans la création de nos nouveaux politiques, de nos programmes, de nos nouveaux outils de réalité autochtone. Puis, tu sais, je ne veux pas dire que c'est facile, tu sais, d'une organisation à l'autre, c'est des réalités organisationnelles qui sont différentes, mais si on ne se donne pas la chance de commencer, c'est sûr qu'on n'arrivera pas au bout. Il y a plusieurs organisations qui sont vraiment proactives, qui sont inspirantes. Même nous, on procède à la rédaction d'un guide de mise en œuvre du principe de Joyce qui devrait voir le jour à la fin de cette année. Mais dans ce guide de mise en œuvre-là, on vient justement dire c'est quoi les grands pas nécessaires, en fait, dans notre organisation pour qu'on puisse dire effectivement, on est en mesure, puis on entame notre mise en œuvre du principe de Joyce pour effectivement changer la situation, pour améliorer l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones, pour diminuer le racisme envers les Autochtones, mais aussi pour rendre nos milieux plus accueillants. Donc, quand on parle de sécurisation culturelle, malheureusement, c'est un terme qui est un peu écorché pour le dessin du gouvernemental actuellement, mais nous, au niveau du bureau, on parle de sécurité culturelle. Parce que la sécurité culturelle, c'est un terme de justice sociale, c'est un terme qui vise l'équité d'accès en santé ou même à l'éducation, etc. Puis pour arriver à ça, il y a plusieurs approches qui peuvent être mises en œuvre. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs outils qui peuvent être mis de l'avant. On parle d'intersectionnalité, comment on prend en compte l'intersectionnalité, comment on adopte des approches antiracistes dans notre organisation, dans la façon de prestation de services qu'on décide d'adopter, comment qu'on essaie d'avoir justement des perspectives autochtones qui sont intégrées au sein de notre système de gestion ou d'évaluation ou stratégique, même au niveau de notre bureau stratégique de notre organisation. Donc, tout le terme sécurisation culturelle, c'est un élément, mais ce n'est pas une finalité en soi. Il y a plusieurs autres choses qui doivent être mises en place. Au niveau du bureau, on n'offre pas beaucoup de formations sur les réalités autochtones. Il y a beaucoup d'organisations qui en donnent déjà dans le Grand Montréal ou ailleurs, même l'UQAT. Nous, on veut vraiment focusser sur comment ça s'actualise. Donc, dans le concret, comment qu'on peut faire des approches antiracistes qui vont prendre en compte les réalités autochtones et faire en sorte qu'on ne va pas non plus venir renforcer des biais, des stéréotypes, qu'on ne va pas
encourager ça au sein de nos équipes. Vous l'avez dit tantôt d'entrée de jeu, à l'hôpital de Joliette, les propos qu'on entendait dans la vidéo, ils étaient dits d'une manière gratuite, en toute impunité, comme si c'était correct et normal, et comme si ça avait été légitimé au sein de ce milieu de travail-là de tenir ce genre de propos-là envers les personnes autochtones. Malheureusement, on l'entend encore beaucoup, des préjugés ou des idées préconçues envers les personnes autochtones qui sont véhiculées au sein des organisations ou des équipes de travail. Donc, tu sais, comment on adresse ça en tant qu'organisation au niveau de notre culture organisationnelle. Donc, nos formations visent vraiment ça. On peut aussi accompagner des organisations qui vont vouloir développer des outils pour adresser certaines problématiques. S'ils disent, nous, on a de la difficulté en persévérance scolaire, en santé, au niveau des étudiants autochtones, ou on a de la difficulté à X, Y, Z, on peut s'asseoir avec le groupe de travail, excusez. On peut s'asseoir avec le groupe de travail pour amener de l'eau au moulin dans la réflexion de comment on va le mettre en œuvre. On accompagne actuellement quelques organisations. Puis une des meilleures pratiques que je parle souvent, malheureusement, j'ai pas une cote, là, je ne suis pas rémunérée à chaque fois que je les nomme, mais l'UQAT est un des exemples intéressants que nous, on met de l'avant. Tout de suite, au lendemain du décès de Joyce Echaquan, il y a eu la création d'un comité. Ils ont fait de la place pour un cours obligatoire de 1 crédit en sciences infirmières sur les réalités autochtones. Ils n'ont pas mis un cours optionnel. Puis tout ça, dans le fond, en ce moment, il s'articule aussi autour d'un processus, je veux dire, de décolonisation, d'autochtonisation au niveau des programmes services. Donc, c'est intégré à chacune des nouvelles politiques, des nouveaux programmes. Quand on écrit, on fait la rédaction de nouveaux cursus de cours, excusez, comment qu'on l'intègre pour prendre en compte les réalités autochtones d'emblée, dès les débuts. Après ça, comment qu'on est accompagné, etc. Donc, nous, on accompagne ça de cette façon-là. On crée parallèlement des projets, des outils aussi qui visent à améliorer l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Donc, on va avoir des formations sur les droits des usagers autochtones, plus spécifiquement le droit à la sécurité culturelle qu'on essaie de documenter avec la docteure l'avocate et professeure Karine Miller. Donc, on travaille parallèlement avec des projets. On a un volet politique qui adresse un peu et qui prend position, prend parole sur certains aspects par rapport à l'équité d'accès en santé autochtone ou même par rapport à tout ce qui est la discrimination que les personnes autochtones vivent dans le système de la santé ou de l'éducation. Mais aussi, de l'autre côté, en fait, on est actif dans la création d'outils de partenariat pour améliorer aussi l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Je me demande si. Il me semble que quand on entend parler maintenant des organisations non autochtones qui vont chercher de l'expertise ou genre des ateliers, euh, des fois, ils vont vouloir chercher des certifications. Puis je pense que c'est bien pour eux autres de le partager. Je me demande si, mettons, le bureau va faire un genre de certification pour reconnaître que cet organisme-là est dans la démarche de sécurisation culturelle. C'est une excellente question. En fait, nous, de notre côté, moi, je n'ai pas affiché pour le moment une liste des organisations qui ont adopté le principe de Joyce, parce que ce qu'on veut faire, justement, éventuellement, c'est avoir un processus de vigie. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas donner une légitimité ou mettre un spotlight sur une organisation parce qu'elle a adopté le principe de Joyce. Ça, c'est le fun, c'est intéressant, mais après ça, nous, on veut que cette organisation-là s'engage dans une mise en œuvre du principe de Joyce. Avec cette organisation-là s'engage avec nous, nous contacte, nous disent hey, on est rendu là, on fait ça. On a commencé avec nos employés à prendre contact avec des organisations qui l'ont adopté. C'est sûr qu'on n'a pas fini, là, il y en a beaucoup qui l'avaient déjà adopté, mais d'une manière proactive, il y a certaines organisations qui nous ont d'emblée eux-mêmes contactés en disant on l'a adopté, on a besoin de soutien parce que là, on se rend compte qu'on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Donc, nous, on les supporte, on fait des checkpoints avec eux, mais éventuellement, on ne l'exclut pas d'avoir justement un genre de, j'ai juste le mot en anglais, un assessment, mais comme un engagement public de l'organisation qui dit on s'est engagé à le mettre en œuvre et on est en processus, puis qu'après ça, ils puissent avoir un certain logo, un tag que nous, on leur donne en disant on sait que ce processus-là est en cours, puis qui est supervisé ou qui est guidé, accompagné par des organisations autochtones. C'est pas, on ne se met pas non plus au niveau du bureau à l'avant-plan. Dans les premières demandes qu'on fait quand on reçoit les demandes d'information ou d'accompagnement, on dit c'est qui tes partenaires autochtones? C'est qui les partenaires que
partie, dans le fond, du territoire ou du secteur qui sont en lien avec la problématique à adresser parce que on n'a pas la science infuse, tu sais, au niveau du bureau du principe de Joyce. Donc, c'est sûr que, je vais dire n'importe quoi, une organisation de femmes de Montréal qui nous contacte, on va leur dire: «Avez-vous passé par FAC? Êtes-vous allé voir telle autre organisation autochtone de Montréal? Avez-vous commencé à faire des liens avec les partenaires autochtones du territoire?» Parce que c'est un des éléments qui doit être mis de l'avant. Quand on parle du principe de Joyce, c'est aussi d'avoir des collaborations égalitaires avec les partenaires autochtones qui peuvent avoir une répercussion effective, en fait, sur la résolution de la problématique. Oui, et là, peut-être que la réflexion que je vais faire s'adresse plus à nos auditeurs, parce qu'il y a sûrement des gens qui se disent comment ça se fait qu'un podcast qui est plutôt artistique, culturel, s'attarde aux questions de santé. Ben, d'abord, pour nous, les questions de santé sont aussi... D'abord, l'art et la culture fait partie d'un ensemble qui est la reconnaissance des peuples autochtones et de la souveraineté des peuples autochtones, donc, et le type de discrimination systémique dont on parle a été beaucoup vécu aussi par les créateurs, les artistes des Premières Nations pendant de longues années. Moi, je me souviens quand on a fondé Terres en Vue, qu'on a voulu créer le festival Présence autochtone, les gens qu'on rencontrait dans les institutions culturelles nous regardaient de loin comme ça. Même mettre le mot art et l'adjectif autochtone ensemble, ça ne leur rentrait pas dans la tête. Ils nous disaient, ah oui, vous voulez parler d'artisanat. Ça ne pouvait pas avoir le niveau d'art autochtone. Et c'était bien ancré. Virginia Plessis-Bordelot m'avait raconté, c'est presque comique quand on l'entend, mais dans la pratique, c'est dur. C'était un artiste québécois avec lequel il est en bon terme, qui lui dit toi, artiste gris, si tu prends de l'aluminium puis que tu fais une sculpture en aluminium, tu vas encore faire de l'artisanat. Et moi, si je prends des plumes et je mets des plumes dans une œuvre québécoise, moi, je vais faire de l'art. C'était vraiment... Et d'une certaine façon, au niveau de la reconnaissance sociale, c'était bien le cas. Et là aussi, il a fallu beaucoup de représentation. Et je dois dire que le mouvement est venu des artistes eux-mêmes, puisque c'est les conseils des arts. Qui sont généraux, que ce soit ceux du Canada, celui du Canada, celui du Québec ou celui de Montréal. C'est des artistes qui sont à la direction, au conseil d'administration et tout, et qui ont poussé pour qu'il y ait des changements, justement, qu'il y ait des programmes, des pratiques, des meilleures façons d'aborder les questions autochtones. Et les demandes venant des populations autochtones et le regard qu'on pose. Et de fait, ça a amené des changements qu'on voit maintenant, qui ne sont pas complétés. Il y a toujours une problématique. Ce n'est pas parce qu'on entame le changement et qu'on a une volonté réelle de le faire qu'on trouve tout de suite les solutions. Mais effectivement, on voit des avancées dès qu'on se met en mode recherche de solutions. Et je trouve ça fantastique qu'effectivement, le bureau est justement passé de l'aspect politique qui demeure important et certainement primordial, mais aussi que parallèlement à ça, on a déjà commencé à prendre des initiatives au niveau des institutions sur le terrain et pas seulement attendre que les politiciens se réveillent. Ça c'est vraiment formidable. Et ça va dans le sens, effectivement, je pense, de l'affirmation générale des Premières Nations, des premiers peuples et de leurs droits dans tous les secteurs de la vie. Et ça va de l'habitation à l'architecture, à la santé, à la culture,
au parcours scolaire. Enfin, bref, c'est toute la vie qui doit être meilleure, devenir meilleure et qu'on sorte des ornières du colonialisme pour le bien-être de tous, hein, des Autochtones, mais aussi de l'ensemble de la société. Effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup d'entrevues là, qu'on entend, tu sais, des jeunes, tout ça. Puis, ce qui ressort beaucoup, c'est la volonté de contribuer aussi à la société, donc, puis d'être fiers de qui ils sont. Moi, je l'ai vécu, tu sais, d'aller au cégep, puis même secondaire, cégep, puis d'avoir encore des professeurs qui nommaient des idées préconçues ou qui, tu sais, qui, sans le savoir, encourageaient en fait la cristallisation de préjugés ou de stéréotypes envers les personnes autochtones dans la façon de livrer le matériel ou le contenu. Puis, je vois la différence. Je suis l'aînée de la famille, j'ai une plus jeune sœur où est-ce qu'elle, dans toutes, ses cours de là, elle est en art, mais dans tous ses cours, elle va mettre, sa culture de l'avant, elle va la partager. Elle va comme montrer différents aspects en expliquant avec les Asukan, avec nos valeurs, puis tout le monde lui dit que c'est super beau, mais ça lui permet à elle d'aller se réapproprier aussi sa dignité, sa fierté identitaire de fait que tu sais, vous le dites là, on dit ça c'est quoi le rapport avec, le principe de Joyce, mais de redonner la fierté aux gens de pouvoir faire partie de la solution, puis de faire partie de la société, puis de contribuer avec le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, dans les hôpitaux comme l'hôpital de Joliette, probablement, ce qui se passe, c'est que les gens sont habitués aussi de voir les personnes autochtones qui vont pas bien. Parce que quand on va à l'hôpital ou dans les services, c'est pas parce qu'on est en grande forme. Donc, à force d'être tout le temps en lien ou connecté ou de voir les personnes autochtones dans des situations je veux dire, de vulnérabilité ou dans des situations où est-ce qu'ils sont en demande ou en besoin de soutien au niveau de leur santé ou de services sociaux, ça vient aussi biaiser un peu l'image qu'on se fait des personnes autochtones. Puis, tu sais, 2024, là, on est technologie grand V, c'est très accessible. Il y a des podcasts, il y a des balados, on peut aller à la rencontre des personnes autochtones via leur culture ou en apprendre un peu plus sur leur réalité de tellement de façons avec les livres, les films, en tout cas. Donc, en allant à la rencontre l'un de l'autre, c'est sûr que ça nous permet de mieux se connaître puis de diminuer les barrières entre nous. Parce que, comme je disais, d'emblée, nous, les gens, les personnes non autochtones, ils veulent faire partie de la solution avec nous, ils veulent se joindre et ajouter leur voix, être des alliés, en fait, aux revendications autochtones. Donc, ça, c'est beau à voir, par exemple. Ouais. Ben, je pense que c'est une conclusion. Hein? C'est habituellement, je demande à nos invités s'il y a un mot de la fin, mais là, c'est parfait. C'est une conclusion. Et là aussi, effectivement, on invite les gens à aller regarder. Il y a le bureau du principe de Joyce a un site Internet. Il y a plein, effectivement, d'articles, de journaux et de commentaires d'éditoriaux, de prises de position par des groupes de la société civile que par les moteurs de recherche, on peut accéder, auxquels on peut accéder très, très, très rapidement. Et puis, évidemment, on vous remercie beaucoup, 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 Jennifer. Toi et tout ton monde là au bureau du principe de Joyce 1 pour ce que vous représentez, le travail que vous faites, et bien sûr, plus spécifiquement à toi, même dans la journée difficile où la voix est rauque, tu as accepté d'avoir ces moments de partage avec nous. Je te remercie grandement. Ouais, Merci Québec de jeune. l'invitation. Oui. Et, Merci de et à mercredi, à mercredi midi prochain pour un autre rendez-vous sur la rue à Tadegen. Oui, Matashuk. Matashuk. l'invitation.